Le cours d'aujourd'hui va donc être consacré à l'étude de l'environnement et de l'urbanisme de la ville d'Our. Je dois commencer par indiquer les sources et les méthodes disponibles pour une telle approche par nature très interdisciplinaire. Je ne m'attarderai pas sur les données archéologiques, qu'il s'agisse de prospection ou de fouilles, on le verra, ni sur les données textuelles, mais je voudrais au départ mettre l'accent sur ce qu'on peut appeler la télédétection. J'utiliserai notamment un travail récent de Giacomo Di Giacomo et Giuseppe Scardozzi, qui a été une étude de l'imagerie satellitaire pour essayer de reconstituer à la fois le plan de la ville et la carte de l'environnement de la ville d'Our, qui est parue en ligne en 2012. C'est une étude qui a été menée dans le cadre d'un projet italien qui s'appelle Virtual Museum of Iraq, qui a été mis en place suite au pillage du musée de Bagdad en 2003. Et l'idée, c'est de donner aux visiteurs de ce musée virtuel le contexte pour un certain nombre d'objets qui ont été sélectionnés. Et donc, à chaque fois, l'idée, c'est d'avoir trois niveaux temporels. L'état au moment dans l'Antiquité, puis l'état au moment de la découverte et finalement l'état aujourd'hui. Alors, pour l'étude de Di Giacomo et Scardozzi, quelles étaient les images disponibles? Il y avait d'abord un certain nombre de vues aériennes de la Royal Air Force pendant les fouilles de Woolley, donc faites par avion, dans les années 20 et au début des années 30. Et puis, il y a eu ensuite des vues par satellite. L'avantage est qu'elles ont une précision telle qu'on peut aujourd'hui en tirer des relevés archéologiques qui sont beaucoup plus précis qu'avec les méthodes traditionnelles qui étaient utilisées lors des fouilles. Ces photos satellitaires disponibles, ce sont d'abord des vues qu'on peut considérer aujourd'hui comme anciennes, celles des années 60. Elles proviennent de satellites militaires espions américains qui ont été lancés après 1960, lorsque un avion américain U-2 a été abattu par les Russes et son pilote capturé. Donc les Américains ont cherché à faire des choses automatisées et c'est comme ça que ces programmes ont été développés. Et heureusement pour la science, toutes ces photos, depuis 2002, ont été déclassifiées et donc sont disponibles pour étude. Donc vous avez ici une image d'un satellite Gambit KH-7 de l'US Air Force en 1966 qui avait une résolution au sol de 60 cm. C'est des engins qui sont déjà extrêmement précis. Et voilà une des vues que ce satellite a données de la ville d'Our. Et puis l'autre satellite, il vient du programme parallèle de la CIA, le Corona KH-4B, qui avait une forme différente et qui avait une résolution un peu moins bonne parce que c'était l'aboutissement d'un programme plus ancien, donc à peu près 1,83 m de résolution au sol. Dans les deux cas, vous aviez des photos qui étaient prises sur des films argentiques qui faisaient à peu près 1 km de long, et qui étaient placés dans des capsules qui retombaient sur Terre grâce à quelques petites fusées qui leur étaient attachées. Et ensuite, ces capsules étaient récupérées par des avions spéciaux et elles étaient prévues pour s'autodétruire, pour ne pas tomber entre des mains hostiles au cas où les Américains n'arriveraient pas à récupérer ces photos. Rappelons donc que le contexte, c'était celui de la guerre froide et de l'espionnage militaire. Alors, les choses ont changé, encore que, et aujourd'hui, on a malgré tout des vues récentes grâce à des satellites commerciaux. Donc là, c'est encore une vue par un Corona avec la ville d'Our et puis les environs. On y reviendra pour la question du cours de l'Euphrate. Alors, les satellites commerciaux, il y en a plusieurs, QuickBird, Iconos 2 et WorldView 1 qui donne des images avec aujourd'hui une précision qui est encore plus grande que ce qu'on pouvait avoir précédemment. En étudiant ces différentes vues, donc des années 60 jusque dans les courants des années 2000, Di Giacomo et Scardozzi ont abouti à une nouvelle carte archéologique du site
qui est beaucoup plus précise que celle de Woolley. Dans la vue générale, les bâtiments de toutes les périodes sont représentés, et il s'agit donc de ce qui est actuellement visible. Et à partir de là, ils ont filtré les données selon les périodes et ils ont abouti à 4 plans différents. L'un qui concerne le 3e millénaire, un autre qui concerne l'époque paléo-babylonienne, on y reviendra en détail tout à l'heure, un 3e pour l'époque cassite et un dernier pour l'époque, excusez l'erreur sur le plan, pour l'époque néo-babylonienne. Depuis le travail de Di Giacomo Escardosi, Emily Hammer, qui est actuellement à l'Université de Philadelphie, a travaillé sur cette question. En plus de l'exploitation des vues satellitaires que je viens de vous présenter, elle a utilisé des vues de ces fameux avions espions U-2 de 1959 qui désormais sont déclassifiés. Et puis elle-même, elle a photographié le site d'Our au printemps 2017 avec un drone de type DJI Phantom 4. Si vous voulez en acheter un, il y en a dans la rue Soufflot. Il y a une boutique qui vend ce genre d'engin. Pour moi, évidemment, ce qui était extraordinaire, c'était de voir qu'elle a réussi à faire entrer en Irak un tel engin. Non seulement cela, mais en plus l'utiliser sur le site d'Our, qui est juste à côté d'une base militaire. Pour un ancien comme moi qui ait connu le temps de Saddam Hussein, où il était interdit de faire entrer un poste de radio et une machine à écrire, évidemment, c'était quelque chose de tout à fait étonnant. Et petite anecdote, je me rappelle encore, en novembre 1989, quand j'ai rejoint les membres de la mission de l'ARSA qui étaient partis depuis plus de 2 mois, et que je leur ai appris que le mur de Berlin n'existait plus, ils n'étaient pas au courant de ce qui s'était passé pendant les 2 mois, et ils ont eu un mal fou à me croire, et moi je pouvais leur apporter rien, parce que les journaux occidentaux, on ne pouvait pas les faire circuler, donc... Voilà, les temps ont bien changé, mais revenons à ce drone. Donc, vous avez des milliers de photos qui sont prises à des altitudes variées, éventuellement à la verticale ou en oblique, et tout cela est géoréférencé et donc peut être raccordé pour faire une carte d'ensemble du site, et sur lesquelles on voit, notamment lorsque vous avez des photos prises après la pluie, un détail absolument extraordinaire. Vous avez des bâtiments dont le plan apparaît d'une façon qui est tout à fait claire, et avec le séchage qui se poursuit, eh bien, 4 heures après, vous ne voyez quasiment plus rien. Donc, il est évident que là, la précision du moment auquel les vues sont prises est quelque chose de très important. Et donc je remercie Emily Hammer qui m'a permis d'utiliser certaines des vues qu'elle a prises pour vous les montrer aujourd'hui. Je voudrais donc d'abord vous présenter le cadre naturel dans lequel s'inscrivait la ville d'Our, dans un deuxième temps décrire le réseau des localités qui l'entouraient, et terminer en vous présentant les grandes lignes de l'urbanisme de la ville. En ce qui concerne le cadre naturel, nous examinerons successivement 3 points. D'abord, la question du cours antique de l'Euphrate, ensuite le problème du tracé antique de la côte, et enfin la question des marais. Pour commencer avec le cours de l'Euphrate, eh bien, on sait que le fleuve coule aujourd'hui à l'est du site. Donc, le site est marqué A sur cette vue satellitaire. L'Euphrate est très sombre ici, on ne le voit guère, mais il est à l'endroit marqué C. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette photo de 1966 montre clairement un paléoméandre qui se situe au sud de la ville. Donc on voit qu'il y a eu un déplacement très important du cours de l'Euphrate entre l'Antiquité et aujourd'hui. Et une vue oblique confirme, là encore, ce paléoméandre, puisque la ville étant ici, on voit le cours ancien de l'Euphrate qui est ici par rapport au cours moderne, qui est nettement plus visible sur cette vue. Donc, on a des traces du cours ancien de l'Euphrate. La difficulté
qui existe évidemment, c'est de dater les déplacements du fleuve. Et pour l'instant, on n'en est pas encore à l'état où on pourrait, pour chacune des périodes, retracer très exactement le cours des fleuves, mais les choses progressent malgré tout. La deuxième question qui est très importante, c'est de savoir où se situait la côte dans l'Antiquité. C'est une question qui est extrêmement complexe parce que les facteurs sont multiples. Il y a d'un côté l'affaissement de la plaine qui peut être dû à deux phénomènes complètement différents. D'un côté, les alluvions qui, au fil du temps, sont compactées, pour ainsi dire, et puis il y a par ailleurs des mouvements tectoniques d'affaissement qui peuvent se produire. Mais inversement, du fait des fleuves Tigre et Euphrate, vous avez un mouvement d'alluvionnement qui a tendance au contraire à rehausser le niveau de la plaine. Et enfin, vous avez les variations du niveau marin qui sont dues à l'évolution climatique générale. Et donc, la grande question, c'est de savoir comment ces trois facteurs jouent dans le temps les uns par rapport aux autres. Une mise au point a été faite par Paul Sanlaville en 1989, qui aboutit à des conclusions que lui-même qualifiait de provisoires. Il avait à l'époque l'espoir, dans le cadre de la mission de l'ARSA, dans laquelle il avait travaillé, de pouvoir procéder à un certain nombre de carottages dans la région, et malheureusement, la suite des événements, à partir de 1990, ne lui a pas permis la réalisation de ce programme. Ce qui apparaît malgré tout sûr, c'est qu'il y a eu un maximum de transgressions marines aux alentours de 3500 avant notre ère, c'est-à-dire à la fin de ce qu'on appelle la période d'Obeid, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, et au début de la période d'Uruk. La côte, à cette époque-là, passait non loin d'Our, à peu près au niveau de la ville actuelle de Nasriya, plus au nord au niveau de la ville d'Amara, et donc, en gros, à peu près 200 km plus à l'intérieur des terres que de nos jours. Par la suite, les fleuves ont travaillé très efficacement et ont rapidement colmaté le fond de ce golfe, dont les profondeurs étaient faibles, sans doute en moins de 2 millénaires. Et donc, à partir de 2000, c'est-à-dire exactement la période qui nous intéresse le plus, eh bien, la conclusion, c'est qu'il y a une alternance de phases de recul et d'avancée du rivage qui sont liées à la fois à des faibles oscillations du niveau marin et à des déplacements de l'embouchure des fleuves. Mais le détail reste, encore une fois, à préciser et à confirmer. La seule chose qui soit à peu près certaine, c'est que c'est à l'époque hellénistique que l'avancée du delta en direction du Golfe a été la plus grande. Le troisième et dernier point dont je voulais vous parler à propos de l'environnement dans lequel se situait la ville d'Our, c'est la question des marais. Donc, une zone qui est avant tout constituée d'eau douce, car il y a peu de remontées d'eau marine. Cette région des marais a été popularisée par le livre et les photos du voyageur anglais Thesiger, qui y séjourna en 1953, et il y a sur le site internet d'un musée d'Oxford désormais la totalité des photos de Thesiger qui est librement accessible. C'est quelque chose de tout à fait intéressant. Cette zone était assez densément peuplée car de nombreuses habitations en roseaux étaient installées sur des îles artificielles. Et les gens vivaient donc avec éventuellement des animaux d'ailleurs sur ces îles artificielles avec des maisons en roseaux. La région, comme vous le savez sans doute, a été volontairement asséchée par Saddam Hussein qui luttait contre les déserteurs qui s'étaient réfugiés dans cette région au moment de la guerre Irak-Iran. Et heureusement, la région a été depuis remise en eau, mais on a quand même encore des difficultés qui sont dues au fait qu'il y a des retenues importantes d'eau sur le Tigre et l'Euphrate qui sont opérées par toute la série de barrages qui ont été installés en amont par différents pays, les accords internationaux n'étant guère respectés pour cette question. Une exposition a eu lieu tout récemment à Paris, où on pouvait voir des photos d'une photographe franco-irakienne, Sarah Hassan.
Elle a malheureusement fermé ses portes il y a un mois, mais il y a une sélection de photographies qui est disponible sur Internet et qui permet de voir des scènes de la vie quotidienne actuelle dans les marais. Et on peut également admirer des vues de ces extraordinaires constructions en roseau qui sont caractéristiques de la région. J'ai eu la chance de pouvoir rentrer dans un de ces mousifs. Vous avez l'impression de rentrer dans une sorte d'église romane version roseau. Enfin, c'est très... Alors que ce ne sont pas ce sont pas des monuments religieux, mais il y a une atmosphère tout à fait particulière dans ces constructions. Donc un type d'architecture auquel, évidemment, nous ne sommes pas du tout habitués. Alors, ces constructions en roseau, elles posent un problème très intéressant qui est celui de la continuité, car il est clair que les contraintes en termes de ressources dans des régions de ce type sont telles que la vie, d'un point de vue technique, a peu évolué depuis la protohistoire. Et de fait, on trouve sur certains vases de l'époque d'Uruk, sur certains seaux cylindres, des représentations de constructions qui ressemblent tout à fait à ce que l'on peut voir encore aujourd'hui. Et cette comparaison a fait l'objet d'une thèse récente dont l'auteur, le Syrien Chekmous Ali, a fait un résumé lors d'une communication au congrès de Munich au début d'avril dernier que j'ai pu écouter et qui était très intéressante. Alors, la question des continuités techniques a fait l'objet spécifiquement d'une étude ethno-archéologique qui est due à Edward Oxenschlager, étude qui est parue en 2004 et qui est le résultat d'un travail mené entre 1968 et 1990 par un archéologue qui a participé aux fouilles de El Ribba, donc un peu plus au nord-est court, et qui est quelque chose donc de tout à fait intéressant. Et puis, par ailleurs, d'un point de vue plus proprement archéologique, il faut citer le travail de Abdelamir al-Dafar, qui est connu également sous le nom de Abdelamir al-Hamdani. Sa thèse, menée sous la direction d'Elizabeth Stone à Stony Brook University en 2015, qui est consacrée à la publication de prospections qu'il a menées dans la région des Marais. Il est aujourd'hui à la tête des antiquités de la région Nasrié, et cette région des Marais, il la connaît particulièrement bien puisqu'il a vécu dans un de ces villages jusqu'à ses 17 ans, et donc c'est toujours intéressant quand on a quelqu'un qui a une connaissance aussi intime d'un tel sujet. Alors, pour en revenir à l'époque paléo-babylonienne, eh bien, la maison du général babylonien Abissoum, qui a été fouillée en 2017, comme je vous l'ai indiqué précédemment, a donné un document tout à fait intéressant, car on y voit l'affectation d'un soldat qui dépend de ce général à la zone des Marais. Le texte dit « Ana Khaltsiim, Ana Aabba », donc littéralement au district, à la mer. Aabba, c'est le terme mer qui sert à désigner cette région des Marais. Et un texte de ce genre permet de comprendre également pourquoi dans les archives de ce général on trouve toute une série de textes de comptabilité de poissons, tout simplement parce que les soldats qui étaient sous ses ordres patrouillaient dans la zone des Marais et, à défaut de malfaisants à arrêter et à ramener, eh bien, s'il n'y avait pas d'incident particulier, ils s'occupaient en pêchant, et donc ensuite ils ramenaient le produit de leur pêche. Et cette pêche est si importante dans la région qu'elle a laissé des traces iconographiques. Alors ici, c'est une empreinte de sceau qui date du IIIe millénaire, mais on voit très bien le personnage qui, dans la main gauche et dans la main droite également, ramène des gros poissons qui sont attachés. Ceci contribue à l'équilibre économique de la région, car vous avez des gens qui ne dépendent pas d'une seule ressource.
Il y a des endroits dans lesquels il est possible de cultiver des céréales. On peut faire de l'élevage, en particulier l'élevage de buffles, qui s'accommode parfaitement bien de ces régions marécageuses. On reviendra sur les troupeaux du dieu Nana par la suite. Et vous avez également donc les ressources qui sont liées à la pêche. Vous avez les roseaux qui sont une matière première très importante. Donc on arrive à faire un équilibre économique assez bon. Pour terminer, je voudrais signaler la parution toute récente de l'ouvrage d'Odette Boivin qui est consacré à la première dynastie du Pays de la Mer. Donc le Pays de la Mer, c'est cette région des marais. Et il faut bien dire que pendant longtemps, pour la période qui a suivi l'époque paléo-babylonienne, on ne savait pas grand-chose de cette région. Cette dynastie du Pays de la Mer, elle était connue par des texte qui faisait la liste de certains rois. On voyait les premiers rois attestés pendant la seconde moitié du règne de Samsu-Iluna, le successeur d'Hammurabi, mais la situation a changé avec la publication en 2009 par Stéphanie Dallet d'un lot de plus de 400 documents qui sont des textes datés par des rois au nom pseudo-sumérien, Peshgal d'Aramesh et Aya d'Aragalama, qui sont fils de Gultishar. Et désormais, la position chronologique de ces textes est assurée. On est juste après la fin de l'époque paléo-babylonienne, donc dans les décennies qui suivent 1600 avant notre ère, selon la chronologie moyenne. Et ceci est très important parce que désormais, on voit bien comment, au début de la période médio-babylonienne, il y a eu une coexistence entre les Kassites qui ont pris la succession des rois de Babylone en Babylonie du Nord, d'une part, et d'autre part, dans le sud, on a la dynastie du Pays de la Mer, et finalement, les rois kassites réussirent à reprendre le contrôle du sud, d'où leurs nombreux travaux à partir de la fin du XIVe siècle, à Our, à Uruk, ou encore à Larsa. Voilà pour ce qui concerne donc l'environnement. Et je voudrais maintenant passer à la question du réseau urbain autour de la ville d'Our. D'abord mentionner une prospection qui a été menée en 1966 et passer ensuite en revue les principaux sites qui entouraient la ville d'Our. La prospection elle a été menée par Henry Wright dans la région d'Eridu et de Our en 1966 comme un prolongement de la prospection qui avait été menée antérieurement par Robert Adams dans la région de la Diyala, prospection qu'il a menée en 1958 et qu'il a publiée en 1965 dans son célèbre ouvrage Land Behind Baghdad. Et c'est pour moi l'occasion de rendre hommage à Adams, qui est décédé en janvier dernier à l'âge de 91 ans. Cet anthropologue a réellement fait progresser d'une manière très importante l'archéologie mésopotamienne. Celle-ci se limitait pour l'essentiel jusqu'alors à la fouille des sites et après Adams, elle a pris en compte la dimension régionale et l'évolution dans le long terme depuis la protohistoire jusqu'à l'époque islamique. Alors, l'idée de départ de Adams était très simple, mais il fallait le faire. D'abord, dresser une carte de tous les sites repérables au sol, à une époque où on disposait de moyens cartographiques extrêmement rudimentaires, comme vous pouvez l'imaginer. Ensuite, prélever des échantillons de céramique à la surface des différents sites, les étudier et les dater, et puis finalement établir des cartes par époque en fonction des sites occupés à chaque époque, la datation étant assurée par la céramique. Alors aujourd'hui, on a mieux saisi les limites de ce type de travail. Il y a un problème qui est lié au fait que tous les sites ne sont pas repérés ou repérables, et en particulier les sites les plus anciens sont, dans un certain nombre de cas, enfouis sous l'alluvionnement, ce qui fausse évidemment l'image pour les périodes les plus anciennes. Deuxième type de difficulté, eh bien, c'est la périodisation céramique. Il y a beaucoup de progrès qui ont été faits depuis les années 60, et donc, à mesure que davantage de sites sont fouillés et qu'on a davantage de stratigraphie, et donc la céramique est maintenant beaucoup plus finement connue. Mais, quoi qu'il en soit, ces travaux pionniers n'ont pas été remplacés.
Le choix de la région d'Eridu et Our par Henry Wright pour sa prospection pouvait paraître étonnante, puisque jusqu'alors, seule la vallée inférieure de la Diyala avait été prospectée par Adams, et donc il y avait une sorte de grand vide entre cette région située à l'est de Bagdad et puis le sud. Et Wright avait justifié son opération par la volonté de mieux comprendre la civilisation d'Obeid, donc du milieu du 7e millénaire jusqu'au premier quart du 4e millénaire, avant que ne débute la période dite d'Uruk, civilisation d'Obeid qui est surtout attestée dans l'extrême sud de l'Irak. Donc il avait un point de vue de proto-historien, mais il a dû déchanter assez vite, car il est assez vite apparu qu'un bras de l'Euphrate avait emprunté au 4e millénaire la dépression d'Eridu et avait fait disparaître dans cette zone beaucoup de sites de hautes époques. Par ailleurs, il faut noter que la prospection de Wright n'a été publiée qu'au bout d'une quinzaine d'années, en 1981, en annexe du troisième grand livre de Adams, qui s'appelle Heartland of Cities. Et je signale entre parenthèses que les 3 ouvrages de Adams peuvent être téléchargés gratuitement sur le site de l'Oriental Institute de Chicago. Au total, la prospection de Wright a quand même révélé 192 sites dans la région, toutes périodes confondues. Alors, on ne va pas regarder tous ces sites parce que beaucoup ne sont pas d'un intérêt direct pour notre propos et on va se limiter aux plus importants d'entre eux. Il faut bien dire qu'on a 3 situations différentes. Vous avez des sites qui ont été fouillés et identifiés. Il y a des sites qui ont été fouillés mais dont le nom antique reste inconnu. Et il y a inversement des sites qui sont connus par les textes mais qu'on n'a pas encore réussi à localiser. Donc tout ceci dépend des situations. On va commencer par le site d'Eridu. Donc le Tel Abu Sharain est à 12 km au sud-sud-ouest d'Our, et quand vous êtes au sommet de la ziggourate d'Our, le soir en particulier, on voit très bien la ziggourate à l'œil nu. Et j'ai eu personnellement la chance de pouvoir visiter Eridu en 1974 avec sa ziggourate de l'époque d'Our III qui domine toujours le site. L'exploration de ce tel a commencé en 1855. C'est à nouveau Taylor, dans la foulée de ses travaux à Our, qui a visité le site et qui a ramassé des inscriptions qui ont été ensuite déchiffrées à Londres par Rawlinson, ce qui a permis d'avoir le nom antique du site. Ensuite, donc, en 1918, fouille de Campbell-Thompson. L'année d'après, fouille de Hall. Et puis, il a fallu attendre 1946, pardon, il y a eu également des travaux de Woolley, que j'ai oublié ici. Et puis, en 1946-49, il y a eu des travaux menés par Fouad Safar et Seaton Lloyd, qui ont été publiés dans un livre de 1981. Il y avait eu des articles dans l'intervalle. Et puis depuis 2014, il y a un projet irako-italien co-dirigé par Franco D'Agostino et Marco Ramazzotti qui vise à étudier l'ensemble du site et à faire un certain nombre de prospections systématiques et de sondages pour essayer de mieux comprendre ce site qui est d'une taille tout à fait considérable. En général, on vous montre simplement la région de la ziggourate, mais en réalité, il y a un ensemble de 7 tels d'époques différentes qui sont dans un espace relativement restreint. Le plus monumental, comme je l'ai déjà indiqué, c'est donc le tel dominé par la ziggourate, qui avait été relevé par Campbell-Thompson et qu'on peut très bien voir aujourd'hui encore avec des vues aériennes. Du point de vue des textes, il y a une synthèse qui a été faite par Margaret Green en 1975 et qui a rassemblé l'essentiel de ce qu'on peut savoir sur Eridu, pas seulement dans la littérature sumérienne, malgré le titre de l'ouvrage, mais plus largement encore. Ce qu'il faut comprendre, c'est que
la région d'Eridu se trouve dans une dépression qui est séparée de la ville d'Ur par un promontoire, une sorte d'arête rocheuse qui s'appelle le Hazim. Et le résultat, c'est que, en cas d'inondation particulièrement forte, eh bien, les eaux de l'Euphrate se déversaient dans cette dépression et formaient une sorte de marécage qui s'asséchait peu à peu lorsque le niveau de l'Euphrate avait baissé. D'un point de vue historique, la ville d'Eridu est célèbre par le fait qu'elle a été la première ville siège d'une royauté après le déluge, dans la tradition historiographique sumérienne. Et l'importance de la ville tient avant tout au fait qu'elle était considérée comme le siège du dieu Enki, en akkadien Ea, qui est le dieu des eaux souterraines et une des trois divinités majeures du panthéon sumérien, avec An et Enlil. Et ce domaine des eaux souterraines dont Enki est le maître eh bien, a donné le nom de son temple, donc on parle de l'Eabzu pour désigner le temple d'Enki. Du point de vue des textes, on s'aperçoit que la ville d'Eridu meurt pratiquement à la fin de l'époque d'Ur III et les données textuelles qui ont été rassemblées par Margaret Green sont tout à fait confirmées par l'archéologie. Le ramassage de céramique à la surface du tel a donné des tessons pour les époques très anciennes. Époque qu'on appelle Haji Muhammad d'abord, époque d'Obeid, d'Uruk, Jemdet Nasr, le proto-dynastique et l'époque d'Ur III, mais rien de postérieur. Et donc, étant donné qu'on aura l'occasion d'y revenir, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de prêtres à Ur qui se réclament du dieu Enki d'Eridu. J'ai proposé dans mon livre sur le clergé que le clergé d'Eridu se soit réfugié à la fin de l'époque d'Ur III ou au début de l'époque paléo-babylonienne dans la ville d'Ur, mais en emmenant ses propres traditions. J'avais pris le parallèle avec ce qui s'est passé dans la troisième partie de l'époque paléo-babylonienne, lorsque le sud a été abandonné, et que l'on voit, par exemple, les gens d'Uruk qui se réfugient à Kish, et depuis, on a eu l'exemple qui a été publié il y a peu de temps, des prêtres de Nippur qui se sont également réfugiés dans une autre ville, mais en maintenant leur culte traditionnel. Alors, ce qu'on sait malgré tout, c'est que le roi de Larsa, Nouradad, donc au milieu du XIXe siècle, s'est livré à des travaux de restauration d'Eridu. On a d'abord un nom d'année dans lequel Nouradad nous dit qu'il a rebâti le temple d'Enki d'Eridu. On a ensuite des briques qui ont été trouvées sur place à Eridu, dans lesquelles se trouve cette déclaration. Moi, Nouradad, homme fort, fermier fiable d'Ur, roi de Larsa, qui purifie les rites du sanctuaire de l'Ebabar, j'ai désiré rebâtir Eridu, qui était ruiné depuis un passé lointain, en vue de mon règne de Misharum. J'ai rebâti la résidence brillante du dieu Enki, qu'il aime, et j'ai restauré pour lui ses rites anciens. Donc il y a bien la mention d'une rupture et la volonté de faire exister à nouveau un état antérieur. Et l'allusion à la Misharum, de ce point de vue-là, est intéressant, puisque c'est le même mouvement de retour à la pureté des origines qui apparaît dans ce texte. Et puis il y a une version plus longue de cette inscription qui figure sur un cône qui a été ramassé à Abu Sharain par Delugaz et Jacobsen dans les années 30 et qui a été édité pour la première fois seulement en 1990 par Douglas Frayne dans le volume des inscriptions royales paléo-babyloniennes. Et vous allez voir que cette inscription plus longue est tout à fait intéressante. Pour le dieu Enki, seigneur d'Eridu, son seigneur, donc ça c'est la première partie de l'inscription, le nom du dieu avec ses épithètes. Deuxième partie, Nouradad, homme fort, pourvoyeur d'Ur, roi de Larsa, qui soumet à Shamash les pays étrangers. Donc là c'est le nom du roi et ses épithètes. Ensuite on passe à ce qu'on appelle la clause temporelle. Quand il eut restauré Ur et Larsa,
qu'il eût réinstallé leur population dispersée dans leurs demeures. Puis après ça, malheureusement, il y a un passage tout cassé, leur population captive, les fondations fermes, Eridu. Bon, malheureusement, c'est pas bien conservé à cet endroit-là, et on n'a pas de duplicat. Et la dernière clause, c'est la commémoration de la construction. Ce jour-là, il ne laissa pas un ennemi d'Enki y entrer, donc dans la ville d'Eridu. Le seigneur Nudimmud, c'est-à-dire Enki, c'est une épithète du dieu Enki, en fut content. À côté de son ancien temple, il, c'est-à-dire Nur-Adad, bâtit à neuf pour lui, c'est-à-dire Enki, son Abzu, l'Emekukuga, et il y fit entrer son trône, son emblème et son ancien trésor. Alors voilà une inscription qui est tout à fait intéressante. Elle est classique dans ses 4 parties, mais on a quelque chose d'ici qui est tout à fait atypique. D'habitude, comme dans l'inscription précédente, un roi vous dit toujours qu'il a restauré les choses comme elles étaient auparavant. Et ici, vous avez, pour la seule fois à ma connaissance à l'époque paléo-babylonienne, un roi qui vous dit qu'il a construit un nouveau bâtiment à côté de l'ancien. Et on voit bien que les accessoires du culte, si je puis dire, eh bien, sont installés dans le nouveau bâtiment et non pas donc, dans l'ancien qui aurait été restauré. Alors il n'y a pas lieu de remettre en doute la réalité de ces travaux, puisque ces inscriptions au nom du roi de Larsa Nur-Adad ont été retrouvées sur le site même d'Abou Sharaïn, mais on peut en revanche s'interroger sur leur portée. Il n'est guère vraisemblable que les descendants du clergé d'Eridu qui s'étaient réfugiés à Our soient tous retournés sur place. On peut supposer que quelques prêtres, éventuellement, ont été réinstallés, mais guère plus. Et on a très très peu d'attestations du culte d'Enki par la suite. On a un document de l'époque de Rimsin qui mentionne de la laine pour l'habit du dieu Enki à Larsa et l'habit du dieu Enki à Eridu. Donc il y avait en effet bien toujours une statue de culte qui était maintenue dans le temple construit par Nur-Adad, mais on a aussi quelques attestations de voyage à Eridu dans les textes littéraires qui peuvent faire penser qu'il y avait de temps en temps des processions qui faisaient qu'on allait là-bas. J'y reviendrai à propos de Hammurabi et Samsu-Iluna par la suite. Voilà donc pour cette ville qui est une ville quasiment morte donc à l'époque paléo-babylonienne. Un exemple de ville dont nous connaissons le nom mais pas l'emplacement, c'est celui de Ki-Abrig, littéralement le lieu des purificateurs à Brig. Ça ne devait pas être une ville très importante, mais il y a des textes littéraires qui mentionnent cette localité et qui la situent à proximité d'Eridu. Et puis, on sait que les 2 frères qui vivaient dans la maison numéro 7 Quiet Street, dans le quartier EM, dont on reparlera dans un instant, qui s'appelaient Eshulur-Biuru et Enamtisoud, tous les 2 qui étaient des purificateurs à Brig rattachés au dieu Enki d'Eridu, eh bien, ils détenaient un champ alimentaire dans cette localité de Ki-Abrig, et on a retrouvé dans leur maison un contrat par lequel ils confiaient la culture de ce champ à un fermier. Donc il y a toujours, à l'époque de Rimsin, un lien entre ces purificateurs qui habitent à Our, qui sont rattachés à Enki d'Eridu, et la ville de Ki-Abrig, dans laquelle, donc, à proximité de laquelle se trouve le champ qui leur a été dévolu. Avec Tel Obeid, on arrive dans un cas un peu différent, puisque c'est un site qui a été connu pendant longtemps, mais dont on ne connaissait pas le nom. Il a été fouillé peu après la Première Guerre mondiale, donc vous voyez qu'il est situé à quelques kilomètres à l'ouest d'Our. Hall y a d'abord travaillé en 1919, ensuite Woolley y a travaillé en 1923, et les 2 se sont associés pour publier ensemble un rapport définitif qui a été le premier volume de la série Ur Excavations dès 1927. Ces fouilles ont été remarquables en ceci qu'elles ont révélé pour la première fois une culture proto-historique à laquelle le site d'Obeid a donné son nom, qui précède la période d'Uruk et qui est caractérisée par une céramique peinte qui est très typique, donc
quand vous vous promenez sur des sites, la céramique d'Obeid, vous apprenez très très vite à la repérer. Le site de l'époque d'Obeid se situe dans la partie méridionale et dans la partie septentrionale, on a un temple fameux qui a été voué à la déesse Ninhursag. Et c'est ce temple donc qui a été fouillé à la fois par Hall et par Woolley, et une partie des découvertes qu'ils ont faites se trouve à présent à Philadelphie, où on peut les admirer depuis 10 jours, puisque les Middle East Galleries du musée de Philadelphie viennent de rouvrir après avoir été complètement refaites, et j'ai eu le plaisir de pouvoir les visiter le jour de leur ouverture au public, le samedi 21 avril dernier. Voici donc quelques-uns des objets les plus célèbres retrouvés dans ce sanctuaire de Ninhursag. Il y a plusieurs figurines de bovins en cuivre. Il y a une frise sur laquelle on reviendra. Vous avez des piliers avec des mosaïques tout à fait intéressants. Et j'en profite donc pour vous montrer quelques vues de ce musée rénové, où vous avez en particulier les objets des fameuses tombes royales d'Our qui sont exposés désormais dans un cadre qui sont dignes d'eux, avec non seulement une présentation beaucoup plus attrayante qu'auparavant, mais aussi des travaux qui ont été faits. Par exemple, ce collier a été complètement remonté d'une façon tout à fait différente de ce que Woolley et peut-être sa femme Catherine avaient dans le style des années 20 et 30 fait précédemment. Il y avait une espèce de grand bandeau, mais ça ne marchait pas très bien. Et maintenant, on s'est aperçu qu'en fait, il est beaucoup plus logique d'avoir un collier à plusieurs rangs avec des pendeloques en or, tout ceci étant donc en pierre de lapis-lazuli. Voilà donc quelques images de ce très beau musée. Je reviens à la fouille d'Obeid. L'attribution du temple à la déesse Ninhursag a été faite grâce à une inscription commémorative du roi d'Our qui s'appelle Ahanepada, le fils de Messanepada, donc un contemporain de ces tombes royales dont je viens de vous montrer quelques objets. Et on a également un duplicat de cette inscription sur une des figurines de bovins en cuivre, et une autre inscription qui figure sur un fragment de bol qui a été offert à la déesse Ninhursag pour la vie de Ahanepada. Vous avez ici une vue du temple selon le relevé de Hall et Woolley. Mais il s'est passé quelque chose d'intéressant, c'est que un peu plus tard, les Américains ont fouillé à Hafadja, dans la basse vallée de la Diyala, un temple qu'ils ont appelé le temple ovale, parce qu'on avait non seulement un bâtiment rectangulaire, mais autour, on avait une enceinte qui avait une forme un peu ovale, et de Lugaz, qui était le chef de cette mission, a été très frappé par le fait que le plan de son temple ressemblait de façon très très précise au temple qui avait été découvert à Obeid, mais le temple d'Obeid n'avait pas d'enceinte ovale, et donc de Lugaz est descendu rapidement, et en quelques jours, il a cherché, alors dans un rayon qui correspondait à ce qui existait à Hafadja, il a cherché cette enceinte ovale, et il a réussi à la dégager en partie, illustrant le principe bien connu qu'on ne trouve que ce qu'on cherche. Et donc, on a désormais une vue plus complète de ce sanctuaire, donc, qui date à peu près du XXIVe siècle. Pendant longtemps, le nom antique du site est resté inconnu, mais le nom de l'an 20 du roi Shulgi dit ceci: une statue de la déesse Ninhursag de Nutur est entrée dans son temple. Or, au-dessus du niveau proto-dynastique du temple d'Obeid, on a trouvé des briques inscrites de Shulgi. Et par ailleurs, on sait que Nutur était une localité des environs d'Our. Donc on a bien l'impression que Shulgi s'est livré à des travaux de rénovation du temple,
l'érosion fait qu'on n'en a pas retrouvé grand-chose. Il a commémoré cela dans un nom d'année, et donc il est assez vraisemblable que Noutour puisse être le nom antique de Tel Obeid. Et à peu près au même moment, Walter Salaberger, dans son livre de 93, Piotr Steintgeler, dans un article paru 2 ans après, et Douglas Frayne, encore 2 ans plus tard, ont convergé pour indiquer que cette hypothèse était assez ou très vraisemblable. Ça dépend du degré de confiance en soi et d'optimisme des auteurs. Je passe maintenant à la ville de Gaëch. Le Tel Saharia, situé à 7 km à l'est d'Our, et où une fouille de 6 semaines a eu lieu dans l'hiver 2011-2012. La motivation de Elizabeth Stone et Paul Szymanski, au départ, c'était d'étudier un petit site de type villageois pour avoir une image un peu différente de ce qu'avaient donné les fouilles de Oulé à Our, qui était un grand ensemble urbain. Et là, comme toujours, quand on a des plans, eh bien, l'expérimentation vous donne tout à fait autre chose que ce que vous attendez. Sur ce site, ils n'ont trouvé absolument aucune architecture domestique. Partout, ils ont rencontré l'argile compacte d'une plateforme qui devait servir de soubassement à un bâtiment ou à un complexe de bâtiments important qui a été complètement érodé au sommet. Par ailleurs, ils ont trouvé un nombre assez élevé d'inscriptions royales, malheureusement toutes fragmentaires, donc ils n'avaient pas l'indication du nom du site des Montveille. Mais ça montrait que c'était un site important, et du coup, ils ont mis cela en relation avec un rituel qui est connu par les documents administratifs de l'époque d'Our III. C'est la fête de la Kitty qui avait lieu 2 fois par an. Au début du 7e mois, c'est le moment où on fait les plantations, et puis 6 mois plus tard, lorsque l'on fait la moisson. Et un des éléments marquants de ce rituel, c'est le déplacement du dieu Nana, entendez de sa statue, en bateau jusqu'au temple qui s'appelle Karzida et qui est situé dans le site de Gaëch. Donc ce rituel a été reconstitué par Salaberger dans sa thèse, et François Carouet avait proposé que Gaëch soit situé à peu près 6 km à l'est-nord-est d'Our. Ça correspond très exactement à l'emplacement de Tel Saharia, d'où l'idée, la proposition de Stone et Szymanski que Tel Saharia soit Gaëch. Mais si c'est bien le cas, alors il faut bien dire que malheureusement, on n'en saura jamais plus sur le temple de Karzida qui a été complètement érodé. Le dernier site dont je voulais vous parler, c'est le site de Tel Khayber. Tel Khayber est situé à 19 km au nord-ouest d'Our, et vous avez 2 tels, l'un qui date de la première dynastie du Pays de la Mer, et l'autre, un peu plus loin, qui date de l'époque cassite. Et ces 2 sites se trouvaient en bordure d'un des cours anciens de l'Euphrate, que vous voyez reconstitué ici, et qui contournait la ville, et on a vu des vues satellites de ce qui se passait au sud. Ce site de Tel Khayber a été fouillé depuis 2013 sous la direction de Stuart Campbell et Jane Moon, et ils ont essentiellement découvert un grand bâtiment public qui clairement n'était pas un temple, et avec des archives d'une 60aine de tablettes. Ceux d'entre vous qui ont écouté l'année dernière Eleanor Robson se rappellent sans doute ce qu'elle nous en a dit, et ceux qui n'ont pas pu l'écouter peuvent réécouter sur le site web du collège et regarder tous ces documents et toutes ces vues qu'elle nous a montrées. Ce qui est clair, c'est qu'à cette époque-là, on a assez clairement un déclin dans la maîtrise du cunéiforme. Les textes n'ont pas donné d'indice quant au nom antique du site, mais on a une mention du roi Ayadaragalama qui permet donc de considérer ces textes comme contemporains de ceux de Cusas IX, donc juste après la chute de la première dynastie de Babylone. Et donc ceci confirme qu'à cette époque, eh bien, le sud n'était pas complètement abandonné comme on l'a cru pendant longtemps. Pour terminer, donc, quelques indications concernant le cadre urbain d'Our. D'abord, je voudrais rappeler quelques données de la télédétection.
une des conclusions les plus intéressantes du travail d'Emily Hammer, c'est que la taille du site d'Our est beaucoup plus importante que ce que Woolley n'a indiqué. Lorsque on surimpose le plan du site d'Our tel qu'il a été donné par Woolley, qui figure ici en rouge, à une image satellitaire, eh bien, on s'aperçoit que le topographe de Woolley n'a reporté sur son plan qu'une partie du site, et en réalité, le site était beaucoup plus vaste. Vous avez une ville basse qui fait pas moins de 440 hectares, avec à l'intérieur donc une ville haute, c'est celle qui est représentée partout, qui fait déjà 60 hectares, ce qui est pas mal. Alors, à l'intérieur de cette ville, eh bien, qu'est-ce qu'on peut repérer ? D'abord, quelques remarques du point de vue des différents plans disponibles. Le plan de Woolley, qui a été publié dans le volume consacré à l'époque paléo-babylonienne, a l'inconvénient d'incorporer un certain nombre de bâtiments qui n'ont rien à voir avec l'époque paléo-babylonienne. Par exemple, ce palais néo-babylonien à côté du port nord, ou encore ces constructions le long de la muraille qui sont postérieures à l'époque paléo-babylonienne, ce fort d'époque cassite. Et puis, en ce qui concerne le temple, alors c'est en plus pâle, mais le téménos d'époque néo-babylonienne, qui évidemment n'existait pas à l'époque paléo-babylonienne, figure aussi le mausolée des rois d'Our, alors qu'il n'était plus visible à cette époque-là. Et puis vous avez même également en plus pâle, mais quand même reporté sur ce plan, les maisons d'époque néo-babylonienne. Et en revanche, il y a des lacunes. Vous n'avez pas le quartier EH qui a été reporté sur ce plan. Donc c'est un plan qui vraiment n'est pas satisfaisant. Le plan italien récent que j'ai présenté tout à l'heure est nettement meilleur, mais il y a quand même quelques petites erreurs auxquelles il faut faire attention. Le fait que les auteurs ont distingué la ziggourate et l'Etemen Niguru. Etemen Niguru, on y reviendra la fois prochaine, c'est le nom même de la ziggourate. Donc là, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait cohérent. Il y a aussi quelques indications. Par exemple, le quartier EH n'a pas reçu un numéro, donc je l'ai appelé 9 bis. Le quartier qui s'élevait au-dessus du mausolée figure sur le plan, mais lui aussi n'a pas reçu de numéro, donc j'ai continué la numérotation, je l'ai appelé numéro 13. Et puis, il manque sur leur plan le temple de Ningishzida, qui est situé au sud-ouest, et donc auquel j'ai attribué le numéro 14. Et donc, je voudrais rapidement vous faire, dans le temps qui reste, une brève visite du site. Alors, en ce qui concerne le port nord, eh bien, il faut dire que ça ne laisse guère de traces archéologiques en dehors des quais, et donc on ne peut pas en dire grand-chose, mais j'y reviendrai dans un instant à propos des textes. On arrive ensuite dans la zone sacrée. Alors, il y avait un mur d'enceinte à l'époque paléo-babylonienne, mais qui est beaucoup plus restreint en surface que le téménos néo-babylonien qui figure sur la plupart des plans de Woolley. Et il faut rappeler que toute cette zone n'est pas publiée par de la ziggourate et des environnements, de l'environnement n'est pas publiée par Woolley dans le volume UE7, mais dans le volume UE5, qui s'appelle donc The Ziggurat and its Surroundings. On a d'abord donc ce que Woolley appelle la cour de Nana, c'est un nom moderne, et il faudra revenir plus en détail la fois prochaine sur ces questions de nomenclature à propos du temple du dieu Lune. Vous avez bien entendu la ziggourate. On est habitué à voir des photos de la ziggourate qui a été reconstituée par le service des Antiquités dans les années 60. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment elle se présentait juste après les dégagements de Woolley. C'était déjà quelque chose de tout à fait impressionnant, mais vous voyez que ça ne dépasse guère le premier étage, donc il faut imaginer un monument beaucoup plus haut. Vous avez ensuite la région que l'on appelle la terrasse. C'est une région dont la fouille a été rendue très difficile par les adjonctions postérieures, et à certains endroits, Woolley a fait sauter, par exemple, les contreforts d'époque cassite pour retrouver les murs de l'époque paléo-babylonienne et ainsi mieux pouvoir faire des plans correspondant aux différentes phases de cet ensemble. On a affaire à un sanctuaire dont l'existence
part du troisième millénaire et continue encore jusqu'au premier, et donc les réflexions ont été évidemment innombrables. À l'est de la ziggourate, on a ce bâtiment qui s'appelle, à l'époque paléo-babylonienne, j'y insiste, Ganunmar et pas Enunmar. Dans la littérature archéologique, souvent, ce bâtiment est appelé Enunmar parce que les inscriptions d'époque néo-babylonienne le nomment ainsi, parce que c'est un temple, en effet. Mais il y a eu un contresens qui a été commis au premier millénaire. En réalité, le bâtiment s'appelait bien Ganun Mar, ce qui veut dire le grand entrepôt, et c'était le grand magasin du temple de Nana. Et on voit bien, d'après le plan, avec des pièces allongées comme ça, c'est quelque chose dans l'archéologie mésopotamienne qui est tout à fait typique des espaces de stockage. Et donc, on voit que ça ne gênait pas du tout les Mésopotamiens de mettre des espaces de stockage à proximité immédiate du sanctuaire. Plus au sud, on a le bâtiment qui s'appelle le Double Amar, sur lequel on reviendra en détail. C'était l'endroit où les serments étaient prêtés. À l'ouest, on a ce qu'on appelle le Giparku, qui était à la fois le temple de Ningal et la résidence de la prêtresse Entum. Et dans la partie résidentielle, eh bien, on a, comme dans beaucoup de maisons, des caveaux souterrains dans lesquels les religieuses, les prêtresses décédées étaient enterrées, et on voulait à retrouver ces caveaux qui sont également décrits dans un texte. Là encore, on aura une séance entière qui sera consacrée à cette question. L'Erursag pose un problème dans la mesure où le bâtiment n'est connu par des inscriptions que pour l'époque d'Ur III, mais il semble bien qu'il a continué à être occupé à l'époque paléo-babylonienne sans qu'on sache très bien quelle fonction il pouvait jouer, alors qu'il est décrit comme un palais pour l'époque de la troisième dynastie d'Ur. Ensuite, nous avons des quartiers d'habitation, le quartier EM, qui est celui de mes chers purificateurs à Bricum. Vous avez également le quartier EH, auquel donc j'ai donné ce numéro 9 bis, et je l'ai fait pour une raison très précise, c'est qu'il faut bien comprendre qu'en réalité, dans l'Antiquité, il y avait un seul quartier, 9, mais il se trouve que ce quartier a été coupé en deux par le mur du Téménos néo-babylonien. Et lorsque les néo-babyloniens ont creusé les fondations du Téménos, eh bien, ils ont fait disparaître évidemment toute l'architecture domestique de l'époque paléo-babylonienne. Donc voilà les vestiges qu'on a retrouvés de l'autre côté du Téménos. Le Téménos est visible ici, et il y a un certain nombre de bâtiments qui ont été retrouvés là, et notamment un temple qui est celui de la déesse Nimintabba, que lisait Dimtabba. Alors le port ouest, je vous ferai la même remarque que pour le port nord. Le plus grand quartier d'habitation, c'est le quartier AH, qui est situé donc relativement au sud du site. Plus encore au sud, on a le temple voué au dieu Enki, avec un document de fondation de Rimsin. Il ne faut pas oublier aussi que la région du mausolée des rois de la troisième dynastie d'Ur a été réoccupée à l'époque paléo-babylonienne par un certain nombre de bâtiments, dont des maisons. Là encore, le mur du Téménos néo-babylonien nous empêche d'avoir une vue plus complète de ces maisons qui ont été retrouvées de part et d'autre, donc de la tranchée faite au premier millénaire. Et pour terminer, donc, vous avez le temple de Nilgish-Zida, retrouvé à proximité du mur d'enceinte. Alors, il y a un certain nombre de remarques que l'on peut faire pour terminer. D'abord, rappeler donc que tout cela, ça n'est que la ville haute de 60 hectares, et il faut prendre en compte également la ville basse qui s'étendait sur plus de 400 hectares. Et le problème, évidemment, c'est de savoir quelle partie était réellement occupée à l'époque paléo-babylonienne et de quelle manière. Et là, malheureusement, il n'y a pas eu encore de fouilles qui aient été faites dans cette région. Et puis, il faut remarquer aussi qu'en dépit de l'étendue considérable des surfaces fouillées par Houlet, il reste finalement plus de blancs que de zones fouillées.
Et la fouille de 2017 a montré que la partie sud était manifestement pleine de grandes maisons, puisque vous avez la maison dite de Sinnada qui a été fouillée par l'équipe de Munich dans cette région, et c'est confirmé par les nombreuses traces d'architecture qui ont été relevées par le drone d'Emily Hammer. Et donc il y a des bâtiments partout. Alors on ne sait pas exactement de quelle période, mais on voit bien que l'ensemble du tel était bien occupé, la maison de Sinnada étant ici représentée par un rectangle noir. Donc il y a bien plus d'inconnus que d'éléments fouillés, et je terminerai rapidement par quelques éléments à la fois caractéristiques et qui restent problématiques. La question d'abord de la muraille et des portes de la ville. Woolley n'a pas découvert de portes de la ville, et on a un problème parce qu'on a un texte tout à fait intéressant, un hymne adressé à Rimsin qui vient visiter la ville d'Our. Ô Rimsin, nommé par Anne et Enlil, quand tu entres par la grande porte sublime, la grande porte d'Our, que le bon démon Oudoug, que la déesse pacifique Lama, les portiers de la grande porte sublime, s'illuminent de joie à ta vue. À ta prière qu'Anana et Ningal ils ont fait parvenir, puissent-ils t'apporter une réponse de vie et de paix? Et ensuite, on reparle des gardiens de la porte sublime, etc. Et la question qui se pose pour ce document, c'est, le texte dit littéralement la grande porte d'Our. Est-ce qu'il s'agit vraiment de la porte de la ville? Dans la mesure où on nous dit qu'on a affaire à des divinités gardiennes, on pense plutôt à la porte du temple. Et à ce moment-là, évidemment, puisqu'il s'agit de Rimsin, eh bien, on pense à ce que Woolley a appelé le bastion de Waratsin, qui était la grande entrée que Waratsin a installée au nord-nord-ouest de l'entrée du temple, et qui était ornée avec des colonnes. Donc voilà un premier problème. Par ailleurs, les textes nous disent qu'il y a des maisons qui se trouvent près de la Grande Muraille, donc on voit bien que c'était une réalité à l'époque, que cette muraille qui enfermait la ville. Alors je reviens sur la question du port. On a des textes en effet très intéressants qui distinguent, par exemple des textes d'héritage où on dit il y a une maison dans la ville, et puis il y a des vergers et terrains nus dans la ville, et il y a un terrain nu du port. On a des contrats de location de maison qui disent qu'on a affaire à une maison qui est située dans le port. Et on a pour finir la prêtresse Entum Enanedou qui donne à un prêtre une centaine de mètres carrés de terrain nu à l'intérieur du verger du port. Donc on voit bien que c'est quelque chose qui est distingué de la ville. Alors est-ce qu'il s'agit vraiment de ce que Woolley a repéré, qu'il appelle le port nord, ou est-ce qu'il s'agit de quelque chose qui est plus loin et qui serait directement sur l'Euphrate? Voilà une question qui se pose, à laquelle on ne peut pas encore apporter de réponse. Mais il faut savoir qu'il y a un canal qui, manifestement, traversait la ville. Et il y a 10 jours, j'étais à Philadelphie et j'ai pu collationner la tablette U6959, dans laquelle on voit que parmi les biens que se partagent deux héritiers, il y a une maison dont on nous dit qu'elle est au bord d'un cours d'eau par 2 fois. Et donc, ceci nous montre bien que le restant concernant la ville d'Our, il y aurait un canal qui traversait la ville. C'est une problématique qui avait été développée par Elizabeth Stone à propos de ses travaux à Mashken Shapir. Pas le temps pour une conclusion aujourd'hui, mais 2 annonces. Donc la fois prochaine, nous parlerons en détail du grand sanctuaire du dieu Nana, mais attention qu'il n'y a pas de cours mercredi prochain parce qu'on se situe entre le 8 mai et le jeudi de l'Ascension qui est le 10, donc il n'y a pas d'enseignement au Collège de France. C'est pas moi qui fais le pont, c'est une mesure d'ordre général. Donc on se retrouve le 16 mai. Notez bien ça sur vos tablettes. Et par ailleurs, je voulais vous indiquer que Elizabeth Stone donc, est invitée pour 4 conférences, les mercredis 16, 23 et 30 mai et ainsi que le 6 juin. Et à chaque fois, ça aura lieu à 16h. Donc ceux d'entre vous qui sont intéressés, vous aurez une demi-heure pour aller prendre l'air, un café éventuellement, à la fin de mon cours, et ensuite pouvoir assister à ces cours qui sont en anglais, je dois vous prévenir, et son époux Paul Zimanski fera également une conférence, alors sur un sujet bien différent, beaucoup plus au nord, sur la région de l'Urartu, donc le lundi 28 mai à 17h. Vous avez sur le site du collège l'indication de tout cela, et je vous remercie de votre attention.
Non.